Très heureuse de vous retrouver en cette mi-journée pour le rendez-vous de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Rencontre avec les professionnels des médias ce matin. Le président Patrice Talon a échangé avec les journalistes. Plusieurs sujets relatifs à l'actualité nationale et internationale étaient à l'ordre du jour. Plus de précisions dans cette édition. Une forte délégation du gouvernement composée des 3 ministres de l'Éducation s'est rendue hier mercredi au domicile du professeur Paulin Routondi, occasion pour les membres de cette délégation d'exprimer leur compassion à la veuve et à l'ensemble de sa famille. Et puis les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria sont les finalistes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une affiche qui s'est précisée à l'issue des matchs joués dans la soirée de ce mercredi. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Le chef de l'État a échangé ce matin avec les professionnels des médias au palais de la Marina. L'actualité nationale et celle de la sous-région étaient au programme de cette séance de questions-réponses entre les journalistes et le président Patrice Talon. Un exercice de plus en plus fréquent avec la presse nationale et internationale. Il faut préciser que c'est la première sortie médiatique du président de la République depuis le dépôt de la proposition de loi portant révision de la Constitution au bureau de l'Assemblée nationale. William Cléquin. Et je suis à vous. 100 jours après son accession à la Marina, Patrice Talon livre sa toute première entrevue en tant que président de la République. L'instant est dénommé « À bâton rompu ». C'était le 1er août 2016, jour de la commémoration de la fête de l'indépendance. Le chef de l'État fait un bilan de l'an 1 de sa présidence, le 8 avril 2017, dans un autre numéro de l'émission télévisée « À bâton rompu ». Il évoque l'échec de la première tentative de révision de la Constitution, principal projet politique du mandat, puis dans un entretien une semaine après sur France 24 avec Alain Foucault. De nouveau devant la presse nationale le 1er août 2018, Patrice Talon parle à cœur ouvert sur un plateau regroupant plusieurs médias locaux. J'ai dit que je ne veux pas passer mon mandat à courir après une réforme constitutionnelle qui risque de nous retarder dans ce que nos populations attendent davantage de nous, répondre à leurs préoccupations du quotidien. Nous avons jugé nécessaire, nous tous, de réformer le système partisan. En plein contexte électoral, le 12 avril 2019, le chef de l'État se confie sur le moment politique à quelques semaines des législatives sous fond de tension politique. En entretien exclusif sur France 24 et RFI le 7 novembre 2019, au lendemain de la révision de la Constitution, Talon revient sur ces législatives et la configuration du Parlement qui en est sortie. La Voix de l'Amérique reçoit le président de la République en entretien à Washington le 3 février 2020 en marge de la visite au chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Mike Pompeo. Dans un autre numéro de l'émission Le Moment politique, André-Marie Johnson et Gaston Yamaro abordent avec le chef de l'État l'héritage de la Conférence nationale des forces vives 30 ans après. Entretien exclusif du locataire de la Marina sur France 24 et RFI le 30 avril 2021, au lendemain de sa réélection pour un second mandat. Patrice Talon s'intéresse aussi aux enjeux géopolitiques dans le monde dans une entrevue sur la chaîne française LCI le 5 mars 2023. Le 23 décembre 2023, avec les confrères de Radio Bénin, il fait le tour d'horizon de l'actualité. À la suite des Vaudon Days, le chef de l'État reçoit le 17 janvier dernier à la Marina un parterre de médias internationaux. De révéler d'abord à nous-mêmes les valeurs du vaudou, sans compromettre la foi des uns et des autres. Nous revenons dans un instant sur cette rencontre avec le rédacteur en chef de Canal 3 Télévision, mais avant, un autre élément dans cette édition, rappelé à Dieu le vendredi 2 février 2024, les condoléances de la nation pleuvent à l'endroit de sa famille. Ce mercredi, une forte délégation du gouvernement composée des 3 ministres de l'Éducation s'est rendue au domicile du professeur Paulin Routondi. Occasion pour les membres de cette délégation d'exprimer leur vive et douloureuse compassion à la veuve et à l'ensemble de la famille de l'illustre disparu. Les détails avec Clément Tchadi. Quelques jours après le décès du professeur Routondi,
Les ministres des 3 ordres de l'enseignement au Bénin sont au domicile de l'illustre disparu ce mercredi. Tous dans la consternation, les 3 membres du gouvernement sont allés exprimer leur compassion à la famille éplorée. Durant plus d'une vingtaine de minutes, les patrons du secteur de l'éducation sont restés avec la veuve, les enfants et les autres parents du feu Rontondi. Ceci afin de les consoler. Vous savez avec nous que le professeur émérite Paulin Rontondi n'est plus quelqu'un que nous devons présenter. Il a tellement semé, il a tellement marqué les esprits. On le connaît pour son combat contre tout ce qui peut être vulnérable au système éducatif. On le connaît pour sa générosité. Et la dernière fois, vous avez certainement vu sur les ondes le livre qu'il a bien voulu partager à toute la communauté universitaire scientifique. Un livre qui existait un peu partout, qui est connu dans tout le monde entier, en anglais et en allemand, et qui n'est pas connu chez lui. Il s'est battu pour le rendre disponible, aussi bien pour tous les acteurs de ce système que pour les jeunes générations. Nous voyons une démonstration de ce qu'il est, un homme de grande générosité, très humble et qui a un grand sens d'écoute. Nous sommes venus donc traduire cela en mots de compassion et de reconnaissance à sa famille. Vous savez également que pour le Conseil national de l'éducation, il a été le premier président. Donc, et ce conseil qui est cet organe de régulation de tout le système, il a eu à faire avec toute son équipe un travail impressionnant et qui continue de nourrir donc, les différentes actions que nous menons actuellement. Nous sommes donc venus traduire cela et présenter nos condoléances à sa famille. La veuve et les membres de la famille Rontondi ont saisi l'occasion pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement quant à la démarche entreprise. Passant cette étape, les 3 ministres de l'Éducation ont laissé leur mot dans le cahier de condoléances de la famille. La délégation du gouvernement promet repasser à la cérémonie des obsèques qui seront bientôt fixées. Pour rappel, le professeur Paulin Rontondi est décédé le vendredi 2 février 2024 dans sa 82e année. Je le disais il y a un instant, nous sommes avec le rédacteur en chef de Canal 3 Télévision, Franck Aounou. Franck Aounou, bonjour. Esther, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme annoncé, vous avez été à la rencontre du chef de l'État ce matin avec la presse. Qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir? Allez, au palais de la Marina ce matin, Patrice Talon a répondu à plusieurs préoccupations des hommes des médias invités pour la circonstance. C'était essentiellement les rédacteurs en chef ou leurs adjoints ainsi que quelques responsables de presse. Les confrères ont amené le président Patrice Talon sur plusieurs terrains puisqu'il a dit que la séance était bien relaxe et qu'il allait répondre aux questions et donc a ouvert, disons, le chapitre des questions. On y est allé selon chacun son inspiration. La révision de la Constitution avec la loi Hassan Seibou très critiquée, la question du 3e mandat, l'actualité du Niger avec la fermeture des frontières qui perdure, la situation au Sénégal, la récente décision est bien entendu relative à la mise à la retraite anticipée de plusieurs agents des forces armées, de corps paramilitaires. Sont quelques morceaux choisis et qui ont alimenté les discussions. Sur la question de la révision de la Constitution née de l'injonction de la Cour de revoir certaines dispositions du Code électoral, Patrice Talon a expliqué le bien fondé de sa démarche qui l'a conduit à rencontrer au lendemain de la décision du 4 janvier du juge constitutionnel. Les groupes parlementaires, il a reprécisé de façon évidente, il y a des incohérences dans le code électoral qu'il faut corriger, notamment sur le calendrier électoral et la question des parrainages. Il a souhaité voir cela corrigé, mais qu'il revient aux députés d'en décider. En ce qui concerne la révision de la Constitution, la patate chaude du moment, eh bien, Talon a dit 3 choses majeures. Il n'est pas demandeur d'une révision de la Constitution, qu'il s'acharnerait à combattre
toute révision qui toucherait les fondamentaux de notre loi fondamentale, qu'il veillera à ce que les modifications, s'il devrait en avoir, bien entendu, soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique, et s'il advenait que les députés décident de toucher la Constitution, qu'il s'inclinerait, mais qu'il n'en est pas du tout demandeur. Voilà ce qu'on peut retenir en attendant le compte rendu complet sur ces trois aspects, à savoir la révision de la Constitution, la loi Hassan Seibo et la question également du troisième mandat. Il a dit qu'il n'est pas demandeur et qu'il n'entend pas, à la fin de son mandat constitutionnel, qu'il n'entend pas rester encore au pouvoir. L'actualité sous-régionale a également été abordée par le président sur le Niger, le retrait des États de l'AES, de la CEDEAO et le Sénégal. Qu'a-t-il dit? Allez, sur ces questions, sur le Niger par exemple, le chef de l'État a dit que les autorités de la transition dans ces États ne dévoilent pas clairement leur vision, ce qu'elles entendent faire ces autorités pendant le temps de la transition, et cela rend un peu difficile la position de la CEDEAO qui se trouve un peu obligée de ménager un peu ces décisions qu'elle doit prendre contre les autorités au pouvoir au niveau de ces trois États, à savoir le Niger, à savoir le Burkina Faso, mais également le Mali. Sur la question également, il a dit qu'il a échangé avec un chef d'État de la transition dans l'un des pays, il a tel le nom, et qui lui a demandé, bien entendu par rapport à leur retrait de la CEDEAO, de ne pas pénaliser les populations parce que c'est un problème entre dirigeants. Cela ne doit pas empêcher les populations de consolider leurs liens. Sur la question du Sénégal, il a regretté profondément ce qui se passe au Sénégal. Il a dit tout simplement qu'on ne devrait pas en arriver là. Mais sur cette question également, la CEDEAO est un peu dans l'embarras parce que lorsque les chefs d'État sont intransigeants en prenant des sanctions, on les critique. Lorsque ils ne prennent pas des sanctions, ils sont encore vivement critiqués. Et donc, ils ne savent véritablement quelle posture adopter, mais que ce qui se passe n'est pas souhaitable pour un peuple en développement. Il a également parlé, bien entendu, des relations qui lient aujourd'hui les autorités nigériennes et les autorités béninoises. Et sur la question, il a dit que des discussions sont en cours, mais que des solutions devraient être trouvées dans les mois, semaines à venir pour essayer de soulager, parce qu'il est peiné de voir les opérateurs économiques béninois souffrir sous le joug de ces sanctions, les opérateurs économiques du Niger qui en souffrent également, le Bénin qui paie le lourd tribut par rapport à cela, qu'il en est conscient, mais est-ce que dans ce cas, il est tenu de désobéir? Nous sommes dans un ensemble qu'il faut promouvoir, un ensemble qui aujourd'hui travaille, fait de petits pas pour essayer de construire une communauté qu'on ne saurait détruire cela et ranger tout au placard. Voilà un peu ce qu'il a dit sur la question du Niger, du Sénégal, et puis le retrait de ces trois États, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger de la CEDEAO. Il faut dire en général que le chef de l'État avait une certaine soif de se confié à la population à travers la presse, et il a quelque peu invité la presse à faire un travail de fond, à essayer d'éclairer la lanterne davantage des populations, parce que sur la question par exemple de la révision de la Constitution, Esther, le chef de l'État a trouvé que la presse est restée un peu timide, qu'il faut aller lire le contenu de ce qui est proposé et éclairer les populations. Sur la question également de la mise à la retraite forcée de certains agents dans le domaine militaire et dans les corps paramilitaires, il a souhaité que les décrets soient lus et de voir, d'analyser, de passer en revue les avantages qui sont liés pour éviter que la polémique grossisse inutilement dans le rang de la population. Et il a réaffirmé son engagement de développer le Bénin, qu'il est conscient que les réformes sont dures, les réformes sont énormément difficiles à supporter, qu'il aimerait passer dans les rues, par exemple, que tout le monde l'apprécie, qu'on le donne l'autre, qu'on dise mais lui il est gentil, mais face à des questions vraiment cruciales, des questions qui engagent l'avenir de notre pays, qui n'est pas prêt à faire marche arrière, qu'il va l'engager pour amener le Bénin à un certain niveau avant
de quitter le pouvoir. En général, c'est ce qu'on peut retenir de cette rencontre-là. En attendant, le compte rendu qui sera fait dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup à vous, Franck Aounou. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Canal 3 Télévision. Vous venez de partager avec nous quelques sujets phares de cette rencontre avec le chef de l'État ce matin. Restez avec nous pour la suite de cette édition. L'École supérieure d'ingénierie Sainte-Marie-Stella a reçu la visite d'un de ses partenaires non négligeables. Il s'agit d'une délégation de juniors de Lille en France venue dans le cadre de la visite annuelle qui s'est tenue les 5 et 6 février dernier à Cotonou. Cette rencontre a permis aux deux parties de renforcer leur partenariat et surtout d'échanger avec les apprenants et leurs parents, de même que l'essentiel du personnel enseignant, à l'effet de rassurer chacun sur la qualité de la formation dispensée aux étudiants au niveau du CPMS cycle préparatoire Marie-Stella. Nous allons suivre les mots de satisfaction de la présidente générale du CPMS à la fin de la séance de travail. Nous avons reçu la délégation de juniors Grande École d'ingénieurs de Lille en France, qui est un partenaire important pour le CPMS. Un partenaire important en ce sens que le CPMS met en œuvre le programme de juniors pour les premières et deuxièmes années, donc le cycle préparatoire. Et nous accueillons les bacheliers des séries scientifiques C&D essentiellement que nous formons. Et ces jeunes, une fois validé leur cycle préparatoire, sont admis directement en cycle ingénieur chez Junia sans passer par un concours. Et c'est dans le cadre de ce partenariat entre le CPMS et Junia que la délégation de 2 personnes est présente au Bénin depuis samedi. Et durant leur séjour, nous avons eu à rencontrer les différents acteurs du cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella, à savoir les étudiants de première année, de deuxième année, les enseignants, l'Institut français, les parents d'étudiants, de ceux qui sont en première, deuxième année et des parents de ceux qui sont en troisième, quatrième année en France. Ces différentes rencontres ont pour objectif en fonction de la cible, c'est-à-dire pour les étudiants en première et deuxième année, de leur présenter à nouveau l'école d'ingénieurs juniors, de leur présenter les différentes opportunités, les différentes filières de formation et les débouchés possibles en termes de métier jusqu'au salaire annuel minimum et les différentes possibilités ou facilités d'alternance et autres. Donc c'est de loin la visite d'échange la plus fructueuse parce qu'elle permet de répondre à toutes les préoccupations et tous les acteurs ont été rencontrés et la délégation a pris le temps d'écouter chaque partie et de répondre à leurs préoccupations. Et aujourd'hui, les parents comprennent mieux et voient mieux. Jusque-là, c'est le CPMS qui passe le message et cette fois-ci, surtout les parents, les étudiants, ils ont été rassurés que leurs enfants suivent une formation de grande valeur, une formation qui va déboucher sur un métier avec une assurance d'environ 100%. Ils sont rassurés qu'avant la fin de leur formation, leurs enfants auront un contrat de travail. Ça, c'est important. Et ils peuvent travailler aussi bien en France que n'importe où, au Bénin, en Afrique ou ailleurs. Parce qu'ils sont en train d'être formés dans des métiers recherchés par les grandes entreprises, les moyennes entreprises, un peu partout. Donc, ils ont tout intérêt à investir pendant quelques années et bientôt, ils auront le fruit de leur investissement. Toujours dans le cadre de cette visite annuelle de travail, la délégation de Junia s'est dit également satisfaite de sa coopération avec l'École supérieure d'ingénierie Sainte-Marie-Stella. Leur collaboration date de plusieurs années déjà et a permis de former en moyenne 6 promotions d'ingénieurs dans les domaines porteurs d'espoir. Suivant.
Dans le cadre de cette mission ici, notre présence ici à Cotonou, avec mon collègue Yop Lensink, ça a été aussi de rencontrer les différents acteurs qui œuvrent dans le cadre de cette coopération, que ce soit finalement les étudiants qui sont les acteurs principaux, qui vont se préparer ici à Cotonou, puis venir étudier à Djunia à Lille. Leurs parents également qui apportent un soutien moral, financier aussi auprès de leurs enfants qu'on a pu rencontrer donc aujourd'hui pour pouvoir leur présenter l'école, leur présenter le cadre dans lequel leurs enfants vont être à partir de l'année prochaine, vraiment dans cette optique de les rassurer finalement. Ça peut être aussi anxiogène pour des parents de voir leur enfant d'à peine une vingtaine d'années partir comme ça pour un autre continent, une autre ville, un autre cursus académique pour obtenir un diplôme finalement. Donc de les voir partir comme ça, on essaie de les rassurer. Nous, à Djunia, lorsque les étudiants arrivent, on essaie de poursuivre cet accompagnement, notamment avec l'accompagnement des relations internationales dont je fais partie. Donc vraiment, on est très très satisfait que ce soit du comportement de ces étudiants, de leur niveau académique. On a aussi beaucoup échangé aujourd'hui sur les étudiants qui sont actuellement chez nous à Lille, de leurs résultats académiques et qui sont complètement satisfaisants, donc ils sont très bien partis pour obtenir le diplôme d'ingénieur. En fait, ici, nous sommes dans un partenariat par rapport au final, un besoin que nous ressentons au niveau du monde de l'entreprise. Nous sommes une école d'ingénieurs, donc notre but, c'est répondre à une demande des entreprises qui peuvent être françaises comme multinationales. Et en fait, ici, nous avons des besoins très forts au niveau de l'Afrique de l'Ouest en termes de personnes qualifiées qui peuvent travailler pour les entreprises françaises, multinationales, mais également ici sur les territoires, par exemple béninois. Donc en fait, nous, à travers un partenariat avec le CPMS, nous essayons de répondre à une demande qui existe au niveau national, mais finalement aussi à une attente, un besoin, aussi des familles qui veulent avoir le meilleur diplôme, la meilleure chance de carrière pour leurs jeunes. Et donc dans ce sens-là, le partenariat a été créé en 2015. Tous les jours, les nouvelles technologies nous amènent à créer des nouvelles formations, des nouveaux besoins sur le terrain et avoir des jeunes formés sur ce type de technologie. Et ça, on est capable de faire ça dans une école d'ingénieurs. Donc on se met à jour chaque fois. Et en fait, notamment sur le domaine du numérique, il y a notamment au Bénin et dans l'Afrique de l'Ouest un potentiel énorme parce que les infrastructures commencent à se mettre en place. Et voilà. Donc on essaie de répondre à cela. Donc c'est vraiment des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'emplois. Nous parlons toujours éducation. Dans cette édition, c'est un sujet qui fait à nouveau débat. L'allemand et l'espagnol sont toujours enseignés dans le système éducatif béninois. Le récent arrêté interministériel portant calendrier des examens nationaux renseigne d'ailleurs que, par exemple, les candidats au BEPC composeront en allemand et en espagnol. Mais est-ce toujours utile d'enseigner ces langues? La question se pose au niveau des parents et cette question, Emma Rodon l'a posée au professeur d'université psychopédagogue Jean-Claude Roumenou. Suivez ses explications. Souci avec cet élément, nous allons y revenir, voire impraticable frais de transport dérisoire des passagers et la traque policière contre les surcharges. Ainsi se résume le quotidien des étudiants dans la commune de Savalou. Ils exhortent les autorités à revoir le prix du carburant pour leur permettre de faire le meilleur bénéfice. La mairie est aussi appelée à assainir les voies dégradées pour sécuriser le transport des personnes et des biens. Une de nos équipes de tournage était au contact des taximotos de Savalou. Voici le reportage de Ulrich Gaba sur les images de Rachedi Soubero. Souvent 2 passagers et parfois 3 selon les cas, plus le conducteur sur la même moto. Voici l'une des particularités des taximotos dans la commune de Savalou. Les étudiants justifient cette option de conduite par la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat des clients qui, dans la plupart des cas, leur offrent des frais de transport assez dérisoires. Si tu prends les 2 personnes, il dit que Zem ne peut pas prendre 2 personnes. Mais à cause de l'argent que si nous arrêtons, on dit pardon chef, comment on va faire? On dit que c'est interdit, mais on va vous supplier parce que actuellement la vie coûte cher, il n'y a pas d'argent. Les clients même n'ont pas de sous.
Donc ce n'est pas à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas de sous, qu'ils ne vont pas se déplacer pour les activités lucratives. Ils sont obligés de se déplacer. Pour cela, nous, même aussi, là où il faut amener une personne à 2000, on est obligé de les jumeler. On les met à 2 et ça fait 1600, 1500. Ça les soulage quelque peu, de même que nous. L'essence a diminué notre bénéfice parce que les clients n'ont pas accepté à augmenter les tarifs. Mais nous, on a maintenu les tarifs. Au retour, l'essence a diminué considérablement notre revenu. Pour la plupart des conducteurs de taxi-moto de Savalou, le véritable calvaire de ce métier réside dans l'état dégradé des voies d'accès aux autres localités qui ceinturent le centre-ville. Ils pointent d'un doigt accusateur les autorités communales qui devraient, selon eux, mieux assainir les voies pour faciliter le transport des personnes et des biens. Si nous prenons par exemple la voie de Konkonji, par exemple, c'est un village qui nourrit vraiment la ville de Savalou. Il y a beaucoup de choses qui quittent là-bas, mais même il y a un grand pont là, et que dans la saison pluvieuse, si vous arrivez là, vous-même vous aurez que vraiment la population souffre énormément. Le plus souvent, nous prenons des voies longues et les voies ne sont pas accessibles. Donc, on a beaucoup de difficultés à franchir ces zones. Parce qu'à l'intérieur, ça ne donne pas autant, mais quand nous sortons de la ville, ça nous arrange. Nous avons au niveau de la commune de Savalou un relief assez accidenté. Et lorsque le relief est accidenté, évidemment, les questions d'assainissement ne peuvent que se poser de manière très grandiose. C'est vrai, les attentes ne sont pas encore comblées entièrement, mais un effort se fait et vous passez dans les rues, vous allez voir, certaines sont aménagées sommairement. Ce carrefour qui débouche sur la mairie de Savalou est l'un des points de rassemblement des émigrants. C'est ici qu'ils tiennent leurs réunions stratégiques et peaufinent aussi les plans de sécurité pour contourner les braqueurs, toujours à l'affût pour les déposséder de leurs motos. Mais ils reconnaissent que la police républicaine fait un travail formidable dans la localité depuis quelques années pour réduire les cas d'agression auxquels ils s'étaient confrontés les années antérieures. Je le disais il y a un instant, c'est un sujet qui fait à nouveau débat. L'allemand et l'espagnol sont toujours enseignés dans le système éducatif béninois. Le récent arrêté interministériel portant calendrier des examens nationaux renseigne d'ailleurs que, par exemple, les candidats au BEPC vont composer en allemand et en espagnol. Mais est-ce toujours utile d'enseigner ces langues? C'est la question que se posent de nombreux parents et cette question, Emma Rodonou l'a posée au professeur d'université psychopédagogue Jean-Claude Roumenou. Suivez ses explications. Vous avez constaté que dans l'arrêté interministériel qui publie le calendrier, le programme des examens nationaux, eh bien, certaines langues étrangères sont toujours programmées. Alors que les élèves, les parents se seraient attendus à ce que ces langues-là soient remplacées par d'autres matières. Mais tel n'a pas été le cas. Je crois que les responsables de notre système éducatif ont eu à cœur non seulement de préparer notre jeunesse à bien dominer les réalités de leur pays, qu'est le Bénin, les réalités de l'Afrique, mais aussi de les préparer à vivre les réalités de la mondialisation. Et c'est pour cette raison que, au Bénin, nous n'allons pas apprendre à nos enfants seulement à parler nos langues nationales ou à parler le français. L'espagnol et l'allemand sont toujours des langues étrangères enseignées au Bénin. On a dit l'espagnol, on a dit l'allemand. L'espagnol, c'est la langue parlée d'abord par l'une des grandes puissances européennes, l'Espagne. Ensuite, en Amérique, la plupart des pays américains sont de langue espagnole.
Il n'y a pas que des États-Unis. Même aux États-Unis aujourd'hui, l'espagnol tend à supplanter l'anglais. Ça veut dire que nos jeunes qui un jour voudront aller s'établir en Californie, dans le Nevada, par exemple aux États-Unis, il faut qu'ils sachent parler espagnol. S'ils doivent aller travailler un jour en Espagne, au Chili, au Mexique, au Guatemala, il faut qu'ils sachent parler espagnol, sinon ils ne pourront pas s'adapter. Ça, c'est pour l'espagnol, ça. L'allemand. L'allemand, c'est la langue de la République fédérale d'Allemagne, qui est le poumon de l'Union européenne. L'Allemagne est la plus grande puissance économique dans l'Union européenne. Même s'il n'y a pas beaucoup de pays de langue allemande, c'est vrai qu'en dehors de l'allemand, il y a l'Autriche, il y a le Liechtenstein, il y a un canton de la Suisse. Donc ça veut dire près de 4 pays puissants qui parlent allemand. Donc il peut être aussi utile pour nos jeunes de parler. Il y a beaucoup de jeunes béninois qui ont émigré en Allemagne, qui travaillent là-bas, qui vivent là-bas et qui reviennent de temps en temps en vacances chez nous. Et c'est pour cela que notre système éducatif a accordé une place à l'enseignement et à l'apprentissage de l'allemand, langue étrangère. Donc ce n'est pas une fantaisie que d'imposer à notre jeunesse, en dehors de l'apprentissage du français et de l'anglais, de connaître aussi d'autres langues étrangères comme l'espagnol et l'allemand. Parlons à présent de l'atelier de renforcement des capacités des journalistes en gestion des urgences de santé publique. C'est une initiative du projet Rédissé au profit des professionnels des médias. Cette deuxième journée et dernière journée a été consacrée à plusieurs activités, au nombre desquelles des visites de terrain et une communication. Elle a été sanctionnée par une remise d'attestation aux participants. Reportage. Bonjour également à tous. Jour 2 de l'atelier de renforcement de capacité des journalistes sur la gestion des urgences de santé publique et la mise en œuvre des activités du projet Rédissé, session de Cotonou. Après la visite de quelques grandes réalisations du projet, telles que l'incinérateur du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou et la direction de la vaccination et de la logistique, les professionnels des médias ont suivi une communication sur les risques et l'engagement communautaire en période de pandémie. Au terme de la journée, des attestations ont été remises à tous les participants. Satisfaites du déroulement des activités, les autorités présentes expriment leurs espérances. Je reste persuadée que ces 2 jours vont vous permettre de mieux peaufiner, de mieux élaborer vos documents et surtout de vous référer à des personnes ressources en cas d'urgence de santé au Bénin, parce qu'on vous a montré l'arsenal en place, son niveau de fonctionnement et sa capacité à répondre aujourd'hui aux exigences du règlement sanitaire international. Je voudrais exhorter mes consoeurs, mes confrères à faire en sorte que, une fois arrivés dans vos rédactions respectives, vous puissiez judicieusement exploiter les informations et les enseignements spécifiques que nous avons reçus ici. Si le sentiment de satisfaction est partagé par les acteurs des médias, pour certains, c'est l'occasion d'attirer l'attention sur quelques obstacles auxquels ils se heurtent dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a que nous sommes confrontés à des difficultés d'accessibilité de sources d'information. Nous sommes au Bénin, des fois, quand nous avons un sujet, aussi une thématique pour développer, on nous dit il faut que nous répercutons vos préoccupations au chef, il faudrait. Et nous sommes aussi bloqués à ce niveau-là. En attendant que ces obstacles ne soient levés, les journalistes béninois sont désormais mieux outillés pour accompagner le projet Rédissé dans la gestion des crises sanitaires. Non, mais c'est quoi, c'est la parité.
L'élection présidentielle au Sénégal, initialement prévue pour le 25 février 2024, ne va se tenir que le 15 décembre de cette année. Ainsi en a décidé le Parlement sénégalais qui a adopté sans débat la proposition de loi du report du scrutin. Une actualité suivie par les Sénégalais résidant au Bénin. Que pense-t-il de la situation? Une équipe de notre rédaction a rencontré quelques-uns à Cotonou. Leurs avis sont diversifiés sur la question suivante. On est, il ne fait que voir ce qui va progresser le Sénégal, pas ce qui va mettre arrière au Sénégal. Donc si aujourd'hui il veut amener une loi pour qu'on repousse les élections quelques mois, c'est pour le bonheur de tous les Sénégalais. Parce qu'il y a certains candidats qu'on a calés, il faut qu'on les ramène dans la course pour ce qu'on va savoir, ce qu'ils pèsent dans le pays. C'est lui que les Sénégalais ont confiance, ils vont voter pour lui s'il est élu par démocratiquement, on lui donne le pouvoir. Mais on ne peut pas faire les élections à proche comme ça, c'est qu'un conteste là-bas, l'autre conteste là-bas, et puis un candidat potentiel comme Kandi Wade, on dit qu'il est écarté dans le comment on appelle ça, dans les courses là, c'est pas possible quoi. Aujourd'hui, si tu étais là au Sénégal en 2012, tu viens en 2024 aujourd'hui au Sénégal, si on te dit c'est le Sénégal que tu vas dire non, c'est pas possible. Quel président qui a fait ce qu'il a fait? Donc le président Macky Sall, on doit le remercier à tous les jours, à tout le temps, en Afrique même en général. Je vois que c'est une très bonne décision. C'est dur quand même, c'est très difficile à comprendre parce que les gens étaient prêts, tous les achats ont été faits, tous les programmes étaient faits, mais ressaisissons-nous et souhaitons que la paix règne dans le pays et qu'on va bien aller aux élections, Inch'Allah. La démocratie, c'est la discussion. Il faut que chacun accepte d'écouter l'autre, il faut qu'on se parle, il faut qu'on décide des choses, il faut qu'on discute des choses. Voilà, donc c'est ce que le Sénégal a fait. Le procès de loi porté par les députés de PDS, ce n'est pas le président Macky Sall qui les a poussés. C'est eux-mêmes qui ont passé par la voie légale pour demander le report des élections. Le président mal élu va mal gérer son mandat. Nous, on préfère un président bien élu. Retarder quelques mois, 8 mois ou bien 10 mois, et avoir un bon président bien élu, moi je préfère ça que de ne pas reculer la date et avoir un président mal élu. Moi, je peux te dire que je n'ai jamais vu ça au Sénégal depuis que je suis né. Bon, franchement, c'est pas si on appelle démocratie, c'est pas ça que Macky Sall nous. Bon, je peux te dire qu'il a trahi tout le peuple sénégalais. Mais quand même, on croyait que, bon, avec le temps, ça va aller. Mais quand même, franchement, moi, je suis tellement désolé. Ce que je peux te dire, que Dieu n'a qu'à nous protéger. Parce que la population est en train de parler, ils sont en train de dire, bon, de toute façon, Dieu est grand, on n'a qu'à laisser la main de Dieu. Il a violé la Constitution, puisque la Constitution sénégalaise, il y a ce qu'on appelle la clause d'éternité pour ce qui concerne le mandat, la durée et la forme républicaine. Intouchable, intangible. Ce n'est pas des députés qui peuvent venir augmenter le mandat de quelqu'un, ce n'est pas possible. Alors, cela veut dire que chaque président qui vient, il peut demander aux députés de leur donner un mandat à vie. C'est une violation de la Constitution et le peuple est debout pour se battre contre cela. C'est donc un coup d'État institutionnel. Au même titre que les coups d'État militaires. Alors nous entendons de la CEDEAO et de l'opinion internationale, qu'est-ce qu'ils vont dire de cela? Qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, leur verbiage diplomatique, qu'on aille vers le concret. Macky Sall, il veut brûler le Sénégal. Et nous n'accepterons pas qu'il brûle le Sénégal. Parce que le Sénégal ne lui appartient pas. Il a fait 8 ans avec Abdoulaye Wade, il est en haut. Il a fait 12 ans, ça fait 20 ans. 20 ans, tu es en haut. On te dit de descendre, tu dis non, je ne vais pas descendre. Et les populations sont prêtes à aller au-delà de cela. Mais lui, il ne restera pas une seconde à la tête de l'État. Le 4 avril, le 2 avril prochain, 2024. Parce que son mandat s'arrête là. Il ne peut pas violer cela, ce n'est pas possible. Je l'annonçais en début d'édition, la CAN Côte d'Ivoire 2023 aborde déjà son étape finale sur les 24 nations qui ont entamé la course à la succession du Sénégal déjà out. Depuis les 8e de finale, elles sont désormais 2 encore en compétition. Les 2 explications des demi-finales ont livré leur verdict hier. Les éléphants et les Super Eagles sont les finalistes de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci après leur performance respectivement sur
sur les léopards et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Voici le résumé de Candide Roureto. L'éléphant ressuscité a donné un nouveau coup de marteau à son adversaire pour se hisser en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le match face à la République démocratique du Congo, où l'enjeu était de taille pour un billet en finale, Franck Kessié et ses coéquipiers se sont remis à Sébastien Haller, qui signe sa première titularisation pour obtenir la seconde place de la dernière rencontre du tournoi. À la 65e minute, sur un centre de Marcelin Gradel, l'attaquant du FC Dortmund met à plat le portier des Léopards pour le seul but de la rencontre. Score final 1-0, qui propulse MS Faye et ses hommes en finale de leur propre Coupe d'Afrique des Nations. Un peu plus tôt, le Nigeria s'est offert le premier billet de la finale après un match âprement disputé face aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. L'intensité est restée élevée du début jusqu'à la fin des 120 minutes du temps réglementaire. Après une première période plus ou moins infructueuse, les Super Eagles prennent les devants de la rencontre grâce à un penalty transformé par Truls Tekong à la 67e minute. À la 90e minute, sur une situation similaire, Mokoena transforme. Les Sud-Africains reviennent au score. Tout s'est joué aux fatidiques séances des tirs au but. Victor Osimhen et ses coéquipiers se sont offert cette épreuve par 4 tirs réussis contre 2 pour les Bafana Bafana. Super Eagles du Nigeria et Éléphants de la Côte d'Ivoire sont en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un choc donc à suivre dans les jours à venir. Merci à Candide Roureto pour le résumé. Merci à l'équipe de rédaction et de réalisation de ce 13h au Bénin. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt.